remercier nos invités d'honneur, sans oublier nos chers étudiants et étudiantes et toute l'assistance. Alors, vous avez honoré cette journée qui nous a réunis aujourd'hui grâce à l'initiative de notre association de développement des sciences alimentaires et biologiques, DSA, qui a été créée récemment par l'ensemble des étudiants en biologie, qui a pour but d'enrichir et de développer nos connaissances en biologie. Alors pour cela, nous avons organisé 3 conférences scientifiques. Alors sans me tarder, je me permets de présenter notre programme. En premier lieu, on aura une conférence sous le thème de Histoire, Industrie, Recherche et Innovation. Bijaya, un territoire plein de mutations. Animé par le professeur Khadir Medani. Au second lieu, on aura une conférence sous le thème de l'huile d'oléastre, ce qu'on appelle en kabyle Azbouj, étude de la composition phénolique de quelques huiles d'oléastre de la région de Bijaya, présentée par la doctorante Madame Hamissi Khalida, qui est de l'équipe de Monsieur Tamenjari. Enfin, on va voir avec la doctorante Madame Razak Linda, qui est aussi de l'équipe de Monsieur Tamenjari, l'influence des paramètres pomologiques de la qualité nutritionnelle des variétés d'olives algériennes sur leur susceptibilité à l'attaque par Bactocera olea. À la fin, on aura une remise des attestations d'honneur au tout personnel qui nous ont donné un coup de pouce pour la création de notre association. Alors maintenant, sans vous tarder, je vous prie de bien accueillir le professeur Monsieur Khadir Medani. Le micro est à vous, monsieur. Merci. Juste, je peux avoir le pointeur. Merci. Alors, salam alaikum, Azul Filawen. Je tiens tout d'abord à remercier les initiateurs de cet événement. Je pense que vous êtes les dignes héritiers de ceux déjà qui ont fait, il y a quelques années, la fameuse association qui est très orientée aux sciences alimentaires. Alors, vous êtes les dignes héritiers, pour quelle raison? Parce que si vous allez vous intéresser sur le territoire sur lequel vous êtes, donc qui est la wilaya de Béjaïa, la wilaya de Béjaïa, sur le SNAT, sur le schéma national d'aménagement du territoire, elle est projetée jusqu'à 2050. C'est-à-dire, si vous allez vous amuser un petit peu, allez regarder, mais quel va être votre avenir? Je pense que moi, en 2050, en tout cas, je ne serai pas vivant. Mais la majorité d'entre vous seraient là. Et évidemment, il faut savoir ce que projettent les hommes d'aujourd'hui sur votre avenir. Ça s'appelle le schéma national de l'aménagement du territoire. Et sur ce schéma, Béjaïa est orienté sur 3 aspects. 1, c'est le développement du tissu agroalimentaire. 2, c'est le développement du tourisme. 3e, c'est le développement de l'agronomie, mais surtout sur les produits du terroir. C'est le Milk el-Blik Béjaïa, c'est le Polwan, donc c'est le médaillé d'or en production d'huile d'olive. On produit presque entre 18 millions à 20 millions de litres par an. Ça dépend donc des périodes. Et nous sommes aussi de grands producteurs de Tazels. Donc, à Béjaïa, on vient juste de labelliser Tazels Bni Maouch, sans parler d'autres produits qui sont en cours de labellisation. Sans parler aussi que Béjaïa est un pôle agroalimentaire. Vous avez les grands producteurs de sucre, les grands producteurs d'huile d'olive. Béjaïa est un bassin laitier. Béjaïa, c'est les plus grands producteurs de yaourt, etc., etc., etc. Donc, il y a pas mal d'atouts qui vont tourner autour de 3 dimensions, je les répète: l'industrie agroalimentaire, les produits du terroir, donc l'agronomie, et Béjaïa aussi, c'est 100 km de côte, et c'est un massif forestier immense, donc c'est le tourisme. Que ce soit en tourisme de montagne ou en tourisme donc de plaisance en plein mer. Alors pourquoi j'ai commencé à vous raconter tout ça? Parce que tout simplement, s'il y a quelque chose aujourd'hui, mais à la situation d'aujourd'hui, si les gens produisent jusqu'à 20 millions de litres d'huile d'olive, ce n'est pas venu comme ça.
C'est une tradition qui est connue à Béjaïa depuis plus de 2000 ans. Et c'est pour ça que je vais essayer de vous raconter une histoire qui va durer une trentaine de minutes, comment qu'elle a évolué Béjaïa depuis 2000 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais je ne vais pas vous raconter tel roi a régné, tel roi a été tué, tel empereur, etc. Je vais vous raconter l'histoire de Béjaïa seulement via l'agriculture. Alors, j'ai appelé on va l'appeler cette communication, conférence plénière, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, je vais vous parler alors c'est comme ça, c'est l'histoire de Béjaïa, ses industries, sa recherche et innovation. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce qu'on est en pleine université. Il faut que vous appreniez à évaluer votre propre université. Parce que de plus en plus, le temps de la rente est habs. C'est-à-dire le temps, vous entendez souvent le prix de pétrole, donc de plus en plus, nous évaluons les universités selon leur rendement. Et on va voir, on peut le faire d'ailleurs ensemble, j'ai laissé des liens, on peut évaluer l'université de Béjaïa, par exemple, dans son contexte algérien et dans son contexte africain. Parce que demain, je peux vous assurer d'une chose, c'est que la gratuité ne restera pas éternelle. Regardez ce qui se passe donc dans les pays comme les nôtres qui faisaient de l'enseignement de masse. De plus en plus, l'enseignement devient payant. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, l'enseignement, c'est de la qualité. Alors, je l'ai appelé aussi en arabe, c'est Tarikh Béjaïa, Rabt al-Madi wal-Hadr. Si Béjaïa actuellement produit beaucoup d'huile d'olive, c'est que je peux vous assurer d'une chose. Ça a une relation avec l'huile d'olive, et c'est ce que je vais essayer de vous raconter, pourquoi on l'a appelé Béjaïa. Alors, juste un cadre très publicitaire, et parce que je suis à Moujot, donc je suis un fils de Béjaïa, comme la majorité d'entre vous, j'espère qu'elle devient la force d'un rêve, parce que tout simplement, quand elle est projetée sur un avenir récent qui est 2050, j'espère que ce rêve va être réalisé par vous ou par vos enfants. Alors, juste un petit peu d'histoire, pour que vous compreniez le contexte. Vous savez que toute civilisation, elle est essentiellement dépendante de 3 ordres. Vous savez, dans une société, vous n'avez pas beaucoup de classes qui gèrent une société. Soit vous avez des religieux qui gèrent une société, soit vous avez des militaires, soit vous avez des financiers. Donc il y a 3 choses qui gèrent une société. C'est l'économie, c'est le militaire et le religieux. Et une société, on l'appelle comme étant une société équilibrée, qui peut avancer, c'est quand ces 3 ordres sont équilibrés. C'est-à-dire qu'aucun ordre ne domine un autre ordre. Plus un ordre domine un ordre, on va montrer, supposons, alors je reviens en arrière, supposons donc que l'ordre religieux domine le militaire et l'économie, donc on dit que c'est les imams, c'est les prêtres, c'est un petit peu l'Europe du Moyen-Âge. D'accord? Si vous regardez, c'est les militaires, c'est des dictateurs militaires qui vont gérer. Et bien évidemment, si c'est l'économie, vous avez donc une aristocratie, donc les gens de l'argent qui gèrent. Et les sociétés qui évoluent, c'est un équilibre entre ces 3 ordres. J'avance dans le temps. Nous allons regarder comment qu'ils ont évolué les sociétés, en tous les cas qui sont basées sur la connaissance depuis 1200. Depuis 1200, les sociétés qui sont basées que sur la connaissance ont évolué. Et les sociétés qui sont basées soit sur le religieux, le militaire ou seulement l'argent n'ont pas évolué. Regardez les sociétés qui ont évolué. Regardez. La première société qui a évolué, c'était à Bruges. Il y avait une petite innovation extrêmement simpliste qui a pu, en tous les cas, donner à l'ordre militaire de cette société qui est à Bruges, c'est le gouvernail des tambours. Le gouvernail des tambours, c'est une petite pièce qu'on ajoute derrière un bateau, mais ça a permis à contrôler les bateaux et à créer des armées maritimes extrêmement puissantes. La plus connue, c'est l'armée de Gênes. Vous ne connaissez pas l'armée de Gênes, mais je peux vous assurer d'une chose, que les djinns que vous portez, ce sont les voiliers de l'armée de Gênes. C'est-à-dire que le djinn, le terme djinn vient donc de Gênes, qui a permis de vous faire des djinns, mais le djinn, il vient d'où? Il vient des voiliers, donc qui étaient en tissu de djinn de Gênes. Un peu plus tard, il y a eu la caravelle de Venise.
Voilà, la caravelle de Venise, c'est celle-là. Elle a permis de faire des voiliers beaucoup plus rapides. Donc, c'est dominer les mers. Et on sait que plus l'innovation permet la domination d'un espace assez important, elle permet de conquérir le monde. Donc, c'est Venise qui a commencé à dominer le monde. En troisièmement, est arrivée une chose importante dans l'histoire de l'humanité, c'est l'imprimerie. Alors, l'imprimerie, elle a permis que les gens lisent un peu plus que les autres. Évidemment, plus on cultive un peuple, plus évidemment, il devient conquérant. Et évidemment, ceux qui ont fait l'imprimerie, c'était en Europe, donc c'était la montée en puissance de l'âge des Lumières qui est en Europe. Vous entendez après l'âge des Lumières, Louis XIV, etc., et toutes les histoires qu'il y a derrière. Un peu plus tard, ça a une chose importante, parce que ça a une relation avec Béjaïa, on va le voir tout à l'heure. À Gênes, on a pu faire les premiers livres de comptabilité. Les premiers livres de comptabilité ont permis de créer le monde de la finance ou le monde des banques. Ce sont les banques qui dominent actuellement le monde. Et ça, c'était quelque chose de très important parce que la traçabilité financière peut créer ce qu'on appelle la richesse banquisée, la richesse bancaire. Alors ça, c'est les premières évolutions. Alors cette évolution, elle était vers 1300. Donc je vous raconte de 1200 jusqu'à 1300. Un peu plus tard, alors donc il y a eu la fameuse flûte. Alors je fais ça. La fameuse flûte d'Amsterdam, c'est ces petits bateaux à plusieurs mâts. Ça permet que les Hollandais occupent le monde. Un peu plus tard, alors 6, il est où le 6 ? Alors, il y a eu la création de la machine à vapeur en Angleterre. Donc ça a permis que les Anglais aussi soient l'empire là où le soleil ne se couche jamais. Après, donc, moteur à explosion aux États-Unis, donc l'émergence des États-Unis, et après vous pouvez donc imaginer le moteur électrique aux États-Unis, et surtout le microprocesseur, c'est la dernière innovation qui date des années 70. Bienvenue, monsieur le représentant de la PUI, cher ami, monsieur Azebichi, al-Slamtik. Alors, donc là, je vous ai raconté le processus d'évolution en termes d'innovation. Je peux vous assurer que sur ce processus d'innovation de 1200 jusqu'au jour d'aujourd'hui, le monde appelé, vous l'appelez comme vous voulez, arabo-musulman, le monde musulman, berbéro-musulman, n'a pas participé à cette évolution de 1200 jusqu'à au jour d'aujourd'hui. Elle ne participe pas. Regardons ce que fait le monde musulman bien avant 1200. Alors, je vais rentrer sur la notion de la citadinité ou de la ville. Qu'est-ce que c'est qu'une ville ? C'est un espace urbain là où vivent les gens. Mais si cette ville devient un cœur civilisationnel, je vous ai parlé tout à l'heure d'Amsterdam, de Bruges, de New York, de Boston, de Londres, tout ça c'est des cœurs civilisationnels. Paris, c'est un cœur. Venise, Gênes, tout ça. Béjaïa, avant 1200, c'était un cœur de la civilisation. On va se poser la question, mais qu'est-ce qui permet à une ville de devenir un cœur de civilisation ? Qu'est-ce qui lui permet de devenir, qu'est-ce qui lui permet d'émerger par rapport à la civilisation humaine ? Eh bien, on va essayer de regarder l'histoire de Béjaïa ensemble. Tal Milkel, Blikif Geyes, on l'appelait Béjaïa. Quand on lit Ibn Khaldoun, il parle de Bekaya ou Bekaya ou Béjaïa, mais il ne dit pas Béjaïa parce que Ga en arabe n'existe pas. Et après, donc, Ibn Khaldoun, certainement, c'était pas le premier à l'avoir appelé. Ibn Khaldoun, il a certainement cité quelqu'un. Il a cité quelqu'un, on va le voir, c'est ce gars-là. Ce gars-là, il s'appelle Pline l'Ancien. C'est celui chez qui on retrouve les premières traces de la civilisation romaine du premier empire. Alors, ce gars-là, Pline l'Ancien, il raconte une petite chose. Il dit que cet empereur a fait une chose, c'est Auguste, qui est le fils adoptif de son grand-oncle maternel que vous connaissez tous, Jules César, qui est un grand empereur romain. Vous voyez, c'est son petit-fils. 27 ans, à 25 ans avant Jésus-Christ, il avait demandé la construction d'une ville qu'on appelle Saldaï. C'est-à-dire, vous voyez, qui a demandé de construire Béjaïa telle qu'on la connaît maintenant. Mais question, s'il a demandé à construire Béjaïa telle qu'on la connaît maintenant, est-ce qu'il y avait des habitants là ? Donc celui-là raconte certaines choses. Il dit
que l'armée romaine, en ces temps-là, quand il a demandé de la construire, a trouvé sur ce territoire des gens qui produisaient de grandes quantités d'huile d'olive. Donc les Romains se sont intéressés à l'huile d'olive. Mais il a ajouté quelque chose d'important. Il a dit qu'en ces temps-là, les gens produisaient de l'huile d'olive rouge. Mais si vous allez faire sur Internet une petite recherche, Red Olive Oil, donc huile d'olive rouge, ils vont vous donner comme ça des liens, et vous allez trouver que les Italiens, au jour d'aujourd'hui, produisent cette huile d'olive rouge. Ben nous, on a essayé de regarder, mais comment qu'ils la produisent? Ben, ils la produisent par un principe très très simple. Ils prennent Tiswell, vous connaissez, les ronces, Tiswell, ils les sèchent jusqu'à ce qu'ils deviennent durs, ils les broient, et après ils les macèrent, ils font dans la macération dans l'huile d'olive. Nous connaissons maintenant que Tiswell contient une molécule qu'on appelle les anthocyanes. Ces anthocyanes sortent et ils se mettent dans l'huile d'olive. Mais pourquoi ils ont fait ça, nos aïeuls? Pourquoi? Parce que tout simplement, les Romains qui aimaient l'huile d'olive, ils étaient obligés de l'exporter dans des jarres comme ça. Juste pour votre propre information, cette jarre, ou cette lampe, on va voir ce que c'est, ça. C'est pour ça qu'on appelle les huiles lampantes, d'accord? Parce que vous pouvez les brûler sous forme de lampe pour faire de la lumière. Cette jarre, vous pouvez la retrouver dans le musée de Béjaïa. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des amphores, avec quoi on transportait l'huile d'olive. Mais pour pouvoir transporter l'huile d'olive sur une longue distance, surtout quand il fait chaud, il faut mettre des conservateurs. Parmi les conservateurs qu'on connaît maintenant, c'est les antioxydants. Et les antioxydants, très puissants aussi, il y a ces fameux anthocyanes. Donc le juzna, l'en'almen, comment conserver l'huile d'olive, évidemment avec le savoir et le bon sens paysan. Et juste pour vous dire, Tiswell, mais il y a des régions, donc en Libye, ici en Algérie, mais aussi du côté marocain, des régions berbérophones, qui appellent Tiswell Ranasteb Gaith. Donc beaucoup de gens pensent que l'origine du mot Béjaïa vient de Teb Gaith qui a donné Gaith, donc qui a une relation avec donc Tiswell, donc les ronces, qui a une relation avec l'huile d'olive. Donc on peut retrouver l'historique de Béjaïa seulement pas avec les rois qui ont vécu, avec les gens qui se sont fait entretuer, l'histoire n'est morbide, mais on peut retrouver notre histoire sur la capacité des gens des territoires, comment produire de la biomasse végétale. Juste une chose aussi, ce Pline l'Ancien a bien raconté l'histoire de l'aqueduc romain. Parce que l'une des choses que les Romains ont laissé chez nous, il n'y avait pas d'eau. D'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quel est le problème de Béjaïa? On est devant un élu. Béjaïa, je parle bien de la commune de Béjaïa, c'est Koulachaman. Il faut toujours lui ramener de l'eau. Actuellement, l'eau qu'on ramène, on le ramène du barrage de Tichihaf. Et avant Tichihaf, on ramenait de Ouadagarion. Et avant Ouadagarion, on le ramène de Touja. Et qui l'a ramené la première fois? Ce sont les Romains. Et c'est ce fameux personnage qui s'appelle Nonius Datus. Pourquoi je tiens à vous raconter son histoire? Parce que du côté de la mairie, donc de l'APC de Béjaïa, l'ancien siège, juste en face, il y a le fameux cep romain qui a été trouvé à Lambès, donc du côté de Batna, qui raconte l'histoire de ce fameux aqueduc romain. Et on peut vous raconter que c'est ce fameux Nonius Datus que beaucoup d'auteurs et historiens algériens croyaient que c'était un Romain qui a construit ce fameux aqueduc romain, jusqu'à récemment en 2011, donc Stefano Chiobo a pu démontrer que ce gars-là n'était pas du tout un Romain, parce qu'en ces temps-là, les familles Nonius Datus étaient tout simplement des familles autochtones algériennes. Donc, quelque part, c'était le premier topographe connu dans l'histoire qui savait, évidemment par le gravitaire, parce qu'il n'y avait pas de pompe en ces temps-là, c'est pas comme maintenant. Il a pu ramener de l'eau à 26 km sur Béjaïa. Une excellente histoire, évidemment, qui a marqué le territoire. Donc, c'est pour vous dire qu'en ces temps-là, on avait la connaissance de l'extraction des huiles, d'antioxydants dans les huiles, et on avait aussi la connaissance de construire des ponts et de construire des aqueducs. Et ça a de l'importance après pour l'histoire. Oh. Je vous ai raconté, donc ça c'était il y a 2000 ans. On avance un petit peu dans l'histoire, on retrouve après le 5e siècle. C'est les Vandales. Bon, c'était de bons bagarreurs, quoi, hein. Donc c'est une population allemande
que les gens appelaient beaucoup plus des barbares, à ne pas mélanger avec les berbères. C'est des gens extrêmement guerriers. Ils ont retrouvé, au niveau du golfe de Béjaïa, un espace assez intéressant pour la construction navale. Le golfe de Béjaïa et la construction navale. En ces temps-là, on construisait les bateaux avec quoi? On les construisait tout simplement avec du bois. Et puisque Béjaïa est une région hautement forestière, elle est restée jusqu'à aujourd'hui, une région hautement montagneuse, là où il y a beaucoup d'arbres, mais il y a un arbre très connu à Béjaïa, c'est le chêne liège. Jusqu'à maintenant, il reste une partie importante, on produit toujours du liège. Tout ça, ça servait à la construction navale et ça a permis à à une puissance germanique de considérer Béjaïa comme étant sa nouvelle capitale. Roh Yazman, il s'est passé quelque chose de très important le 20 août 636. Ça vous dit quelque chose, le 20 août? Certainement, ça vous dit seulement, c'est le jour du congrès de la Souma. Je peux vous assurer que les révolutionnaires, quand ils ont décidé le 20 août, ce n'est pas pour rien. Il y avait toujours une raison historique. Pourquoi? Ils l'ont choisi pour un moment très important pour l'islam, parce que l'islam s'est propagé à grande vitesse après une fameuse bataille qu'on appelle Al-Yarmouk, qui elle s'est déroulée du côté de la Jordanie. En ces temps-là, un grand général musulman qui s'appelle Khalid ibn al-Walid a pu battre les Romains sur une bataille très connue, ça s'appelle Al-Yarmouk. Donc, le 20 août 636 a permis aux armées musulmanes de vite occuper l'Ouest. L'Ouest, évidemment, c'est qui? Eh bien, c'est nous. Donc, ils sont arrivés à partir de 642, donc 636 à presque 7 ans. Donc, ils sont arrivés entre 642 à 705. Ce n'est pas la peine que je rentre dans le détail de cette histoire. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent l'histoire de la venue des musulmans en Afrique du Nord. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les choses. Peut-être que vous connaissez ou peut-être que vous avez lu, mais je vais essayer d'amasser un petit peu la connaissance de cette époque-là, qui a été écrite essentiellement par qui? Par Al-Idrissi. Ça vous dit quelque chose, Al-Idrissi? C'est le premier qui a fait la première carte du monde, la première carte géographique du monde, Al-Idrissi. Ça vous dit quelque chose, Hassan al-Wazan? Hassan al-Wazan, c'était un musulman qui nous venait donc de l'Andalousie, qui a été pris par donc l'armée du pape, donc en Italie, et il est devenu l'esclave du pape jusqu'à ce qu'il devienne son émissaire. On l'appelait Lion l'Africain, qui a été super bien raconté dans un livre. Et vous connaissez tous sa tête, c'est Ibn Khaldun. Donc l'essentiel de ce que nous trouvons sur l'histoire de Béjaïa sont écrits par ces trois gens-là. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que nous étions une puissance mais extraordinaire. C'est-à-dire que Béjaïa, à un certain moment, c'était un cœur civilisationnel. Mais pour quelle raison? Il raconte que dès sa fondation, entre 1067 jusqu'à 1510, voilà tout ce que produisait Béjaïa. Tout ce que produisait Béjaïa. Et j'ai essayé de vous ramener un truc qui existe jusqu'à maintenant dans le musée du Louvre. Voilà un type de bougie que Béjaïa exportait en France. Vous avez vu cette bougie? Vous avez vu à quel point il y a du détail, c'est-à-dire il sculptait la bougie. Juste pour que vous ayez un ordre de grandeur, maintenant vous prenez les plus grands des artistes algériens, ils ne sauront pas faire ça. Même les plus grands des artistes français ne sauront pas faire ça. Pour faire ça, ça demandait une connaissance extraordinairement compliquée pour pouvoir faire ce genre-là de maîtrise. Et dans les écrits, en tout cas essentiellement rapportés par ce bonhomme, qui s'appelle Aristide Horace Le Tourneau, dans un très bon livre qui parle surtout de Kabidi, regardez, il disait qu'en ces temps-là, du temps donc des Hafsides, les arbres fruitiers les plus connus, c'était le figuier, le noyer et l'olivier. Donc le figuier et l'olivier étaient même cités par Pline l'Ancien, mais il y avait quelque chose de nouveau qui a été introduit, c'est le noyer, l'os. D'accord? Vous avez aussi l'industrie du bois, des chênes, de pin d'Alep et de cèdre. Quelque chose d'important. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'on faisait? C'était beaucoup plus du chêne, liège, mais là, il y a quelque chose d'introduit, le pin d'Alep et le cèdre, qui est introduit dans l'industrie du bois. Alors, l'élevage des moutons, des bœufs et parfois des chameaux, qui était très connu du côté de Tazmalt.
Juste pour que vous sachiez, et on va le voir tout à l'heure, les gens qui ont fait les études climatiques démontrent que Tazmelt, sur certains comportements climatiques, elle se comporte en zone aride. En zone aride, c'est-à-dire très très bon pour le chameau. Alors, il y avait aussi l'apiculture, et là j'ai mis en bleu, on fabriquait la cire. On fabriquait la cire parce que tout simplement, quand on exportait la cire, surtout en France, la cire de Béjaïa était utilisée par les notables, c'est-à-dire les gens riches, les lords, c'est ceux-là qui utilisaient. Et ils l'appelaient, en ces temps-là, bugia, parce que tout ça, c'est bugia, transformation sur le français vulgaire, parce que le français que vous connaissez maintenant, il n'est parlé en France qu'à partir de 1510. C'est François Ier qui a décidé de considérer le français, qui était la langue vulgaire, comme étant la langue de l'État, alors qu'avant, les Français parlaient le latin. On l'appelait bugia en latin, et en français, ça s'est transformé bougie, parce que le terme bougie n'a qu'une signification que pour geis. Il n'a pas d'origine latine. Alors, j'avance toujours dans le... donc, Béjaïa ramène son nom de bougie durant la colonisation, évidemment, via les exportations de la cire vers 1200. Après, on était connu pour la pêche, pour les mines et l'artisanat, les mines de fer, etc. Vous connaissez, qui existent jusqu'à maintenant, hein, du côté de Barbacha, la mine de Bouamaran. La mine de Bouamaran a été découverte bien des années, bien avant la venue des Turcs. Donc, quand vous avez le fer, ça veut dire que vous pouvez faire de l'industrie, donc de ferraille, de fer, donc vous pouvez créer des armements. Donc ça démontrait que Béjaïa, quand même, c'était un cœur civilisationnel et un cœur militaire. Comment dire? Vous avez aussi des industries de transformation, textile, laine, lin, le chanvre, le cuir, la céramique et l'industrie navale, qui était très très importante, parce qu'on va voir tout à l'heure, à la venue des Turcs, pour chasser les Espagnols, Béjaïa est devenu un vrai repère naval, donc là où l'armée turque, d'ailleurs la fameuse bataille de Navarine, a été faite essentiellement par les bateaux qui étaient accostés à Béjaïa. Voilà, donc on sort du monde donc musulman, et les Espagnols arrivent à Béjaïa. Les Espagnols, ils arrivent à Béjaïa le 5 janvier 1510. C'est une date qui a marqué les esprits, et on la date, vraiment on le sait même qu'ils sont arrivés vers 5 heures du matin. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont fait un vrai massacre sur la population, donc les historiens ont bien rapporté ces massacres-là, et d'ailleurs, les historiens ont rapporté ces histoires-là. Il y a beaucoup de gens qui racontent avec beaucoup de détails ces histoires-là. Moi, je ne m'intéresse pas parce que c'est du passé. Ce qui m'intéresse, c'est que ces Espagnols, quand ils sont venus en 1510, Winditsina Kermos. Ça a de l'importance. Par contre, parce qu'à Kermos, actuellement, il y a une volonté politique de le rendre comme étant une filière agricole. À Kermos, c'est la seule plante qui, en hectare, en termes de productivité, arrive jusqu'à 300 tonnes d'hectare à l'hectare, mais chez le falui, en biomasse. 300 tonnes d'hectare, il n'y a aucune plante qui puisse faire ça. À Kermos aussi, c'est la seule plante qui pousse dans des conditions extrêmement stressantes. C'est-à-dire, avec le temps, là où on est maintenant, avec les changements climatiques, manque de la ressource en eau, voici une plante qui pourrait être éventuellement un bon remède, évidemment, à l'agriculture. Donc, ces fameux Espagnols nous ont ramenés à Kermos, juste pour histoire et rappel, Nohni Mitidouin, ça ne s'appelait pas à Kermos, ça s'appelait l'Opensia. C'est le nom latin. Plus exactement, on l'appelait Opensia ficus indica. Pourquoi indica? Parce qu'ils l'ont ramené d'Inde. Mais c'est les Indes des Amérique du Sud. Donc quand ils l'ont planté, les Algériens, quand ils ont vu, ils ont ramené avec eux des esclaves, ce qu'on appelle des Indiens d'Amérique, donc des peaux rouges. Et les Algériens, quand ils les ont vus, se menaçaient le Hindi. Donc une partie de l'Algérie appelle Kermos le Hindi. D'accord? Mais une autre partie de l'Algérie appelle Kermos. D'où vient le terme Kermos? Baf. Il y a beaucoup de gens qui ont étudié donc la terminologie kermosée. Elle est composée de deux. Je vous donne donc les deux interprétations. Vous avez à choisir. Il y a des gens qui déclarent kermos akras selmous, parce qu'on ne peut pas manger sans ouvrir avec un couteau. Donc akras selmous. Akras selmous, ça veut dire mets-toi debout pour faire un couteau, pour couper au couteau. La deuxième, kermos en arabe, attaquer c'est le kar, et reculer c'est le far, le kar ou le far. Donc kar belmous. Vous choisissez celle que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup plus la première, Akras Selmous. Donc, vers 1510,
regardez quand est-ce qu'ils sont partis. Ils sont partis vers, alors, 1555. Vraiment beaucoup. C'est l'un des derniers repères là où les Espagnols sont partis. Ça a de l'importance majeure parce que l'essentiel des habitants de Béjaïa ont quitté Béjaïa pendant cette période. C'est-à-dire tous les médecins, les intellectuels, les artisans, tout ce beau monde a quitté Béjaïa. Une partie est installée à Tlemcen, une grosse partie est installée à Alger. Et une partie s'est installée dans le fameux royaume qu'on appelle Aït Abbas. Ça a permis, évidemment, que la capitale future de l'Algérie ne soit pas Béjaïa, mais qu'elle soit Alger. Donc c'est à cause que les Espagnols soient restés pas mal de temps à Béjaïa que nous avons perdu quelque chose d'important, c'est-à-dire l'essentiel du personnel intellectuel qui puisse rendre ce qu'on appelle une ville comme étant un cœur civilisationnel. Donc c'est les Espagnols qui ont massacré réellement Béjaïa. Alors, j'avance. Donc après les Espagnols, ce n'est pas la peine que je vous raconte l'histoire des Turcs. L'histoire des Turcs à Béjaïa n'est pas très connue. Parce que les Turcs n'étaient pas là pour faire un travail civilisationnel, ils étaient là pour chasser les Espagnols. Et la seule chose qu'on leur connaît, c'est que c'était des champions de l'impôt. Tu payes, je te laisse tranquille. Mais par contre, ce qui est connu ici à Béjaïa, c'est l'histoire de Neith Abbas, du royaume Neith Abbas et le royaume des cocos. Certainement, vous avez entendu parler de ces deux royaumes. Ces deux royaumes sont l'émanation de deux hommes. Un était Cadi des Hafsides et l'autre c'était le roi des Hafsides. Le roi a créé la future famille après, c'est la famille Al-Mokrani, on arrive. Donc les descendants des premiers rois des Abbas et les Mokrani, et les autres, c'est la famille Cadi de l'autre côté du bassin, c'est-à-dire du côté de Tizi Ouzou. Ça a créé le royaume des cocos. Ce n'est pas la peine que je vous raconte aussi leur histoire, elle est extrêmement longue, mais elle est extrêmement conflictuelle avec les Turcs, parce que tout un chacun cherchait à payer l'impôt, les impôts de passage. Alors, après évidemment, comment dire, la fin des Turcs, elle a sonné le glas vers 1830 avec la venue des Français. Mais je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé en 1830, même bien avant 1830, et je vais passer directement vers 1857. Parce que l'essentiel de la Kabylie, en ces temps-là, elle a été pacifiée après la fameuse bataille que vous connaissez tous, la bataille d'Echagiden. Après cette bataille, il y a quelqu'un que vous connaissez, c'est le Mokrani, qui a fait une résistance qui a commencé le 16 mars 1871 jusqu'au 20 janvier 1872. Pour quelle raison? Eh bien parce que tout simplement, les Français ont décidé de déposséder, c'est-à-dire d'enlever les terres, de tous les propriétaires de terrain. Et le volume, plutôt la surface de ce terrain occupé par les Français était de 450 000 hectares. Vous imaginez 450 000 hectares et les terrains les plus fertiles. Comment qu'on le sait? Parce que tout simplement, c'est vers cette date qu'est né le Senatus Consulte. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que le Senatus Consulte? On ne le savait pas. Mais je peux vous assurer, le jour où vous allez commencer à partager les biens de vos parents, vous allez connaître très bien le Senatus Consulte. L'essentiel, parce que nos parents, plutôt, avant la venue des Turcs, on n'avait pas la notion d'inscrire les terrains. Ils appartiennent à qui? Ce sont les Français qui l'ont fait en premier. Ils ont cadastré l'Algérie. Donc l'Algérie devient avec un cadastre officiel. Et il y a beaucoup de bagarres autour de ce fameux Senatus Consulte. Non seulement ils ont fait le Senatus Consulte, mais avant aussi, on n'avait pas de nom patronyme. L'état civil est né aussi vers 1865. C'est-à-dire qu'on a des noms patronymiques et des appartenances à un sol avec une inscription sur un Senatus Consulte, c'est-à-dire sur un cadastre. Ça a de l'importance parce que ça a changé complètement nos habitudes. Alors, le code annoté maintenant, beaucoup de gens ne connaissent pas aussi ce que c'est que le code annoté, mais quand ils ont pacifié l'Algérie, donc quand ils ont gagné militairement l'Algérie, ils étaient obligés de gérer ce pays. Pour gérer ce pays, il faut des lois. Et ils sont venus de France. Le Kant a un petit peu la civilisation française, elle a fait aussi une révolution.
vers 1789, c'est-à-dire bien à ça. Et vers 1789, quand ils ont fait la Révolution, ils ont fait la Constitution française. La Constitution française n'était pas applicable sur un territoire acquis, ou conquis. Eux, ils voulaient faire ce qu'on appelle une colonisation de masse, donc il fallait une nouvelle constitution. Cette constitution s'appelait tout simplement le Code annoté. C'est avec ce Code annoté qu'ils ont géré l'Algérie jusqu'à presque 1949, qui a aussi de l'importance sur notre histoire. N'est-ce pas, M. Azepi? J'avance. Je vous connaissez toute cette photo. Alors, mais rares parmi vous qui ont lu ce texte. Alors, oui, donc, c'est l'appel l'appel du 1er novembre. L'appel du 1er novembre était un appel qui a changé complètement et qui a fait les gens que nous sommes aujourd'hui. Mais vous devriez le savoir que l'appel du 1er novembre a été, si vous lisez le texte, c'est la restauration d'un État algérien. Alors, vous pouvez finir la phrase? Allez-y. Vous l'avez lu? C'est la restauration d'un État algérien. Restauration d'un État algérien, social et démocrate, dans le cadre des principes de l'islam. Il n'y a rien que ça. Et oui, mais c'était un grand défi, parce que tout simplement, ils se sont posé la question juste après le 1er novembre. Est-ce qu'il y avait un État algérien avant, si on veut le restaurer? Ça, c'est un grand problème. Les gens se sont posé cette question, et ils ont résolu le problème en 1956. Le 20 août. Pourquoi le 20 août? Car c'est l'acte fondateur de la République algérienne. Parce que jusqu'à le 20 août, regardez, du 1er novembre 1954 jusqu'au 20 août 1956, les gens parlaient de restauration d'un État qui n'a jamais existé. On a vu dans l'histoire qu'on n'avait pas un État structuré, on avait des États. Donc il fallait construire un nouvel État, et pour pouvoir construire un nouvel État, il y a un homme qui vient juste de décider, c'est le Hosseini Ahmed, qui a trouvé une idée de génie. Il a dit, tiens, pourquoi ne pas construire une république provisoire? Pourquoi? Parce que les États existent dans les républiques. On change les États, mais on ne change pas la République, et c'est pour ça qu'il y a eu la naissance du gouvernement GPRA, du gouvernement provisoire de la République algérienne. Donc vous voyez, ces génies-là ont pu construire, avec les connaissances qu'ils avaient en ces temps-là, ce que nous sommes actuellement, c'est-à-dire le fondement de notre Algérie actuelle. Bon, c'est ce que j'étais en train de vous raconter. Ne faut que dans quel guérin, un à l'indépendance. 1962. Alors, 1962, pour aller vite, c'était l'indépendance, tout le monde chantait, tout le monde dansait, mais il y avait des petits problèmes. Il y avait des petits problèmes, tout le monde n'était pas content sur l'instauration d'un nouveau pouvoir. Il y avait un petit événement en 1963, vous le connaissez tous, c'est la naissance d'un parti politique qui s'opposait à l'hégémonie d'un pouvoir. Vers 1980, là je vous parle, ce qui se passe à Béjaïa seulement. En 1980, vous savez tous qu'il y avait un mouvement berbériste sur l'identité. En 2001, vous savez ce qui s'est passé en 2001? C'est le printemps, vous le connaissez. Mais par contre, en 2002, Tamazight devient langue nationale. Et c'est quelque chose d'important. Ça a changé complètement les habitudes. Jusqu'à 2016, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient officielle. C'est quelque chose de très important. Ça va changer beaucoup de choses chez nous. Ça va changer même nos habitudes de manger. On va le voir, parce que je suis en train de voyager. Et récemment, même des fêtes mis sur le compte de la civilisation berbère sont devenues des fêtes officielles. C'est quelque chose de très important. Il y a maintenant un petit problème qui est en train d'être discuté, c'est comment transcrire cette Tamazight. C'est un problème. J'espère que la prochaine fois, quand je vais vous faire comme ça, je vais vous parler de la transcription de Tamazight. Mais on laissera ça pour le débat. Alors, on arrive maintenant à Béjaïa. Il y a beaucoup d'écrits, ce qu'on appelle les monographies territoriales. Les APUI, les APC, chacun selon ses compétences territoriales, demandent des travaux. Ils demandent des travaux, c'est-à-dire qu'on leur donne des bilans sur les inventaires qu'il y a sur tout un territoire. Par exemple, les mosquées, je peux vous assurer, vous allez chez eux, ils ont ce qu'on appelle un inventaire. Ils ont un inventaire de tout.
la chose dont je veux vous parler, vous ne pouvez pas lire des documents qui font plus de 1000 pages. On va vous parler que maintenant, il y a ce qu'on appelle de la géogouvernance. Il y a des systèmes d'information géographique qui peuvent vous rendre de l'information extrêmement visible. Alors, nous allons essayer de parler du transport, des routes et voiries, transport ferroviaire, transport maritime, transport aérien. Tout ça existe à Béjaïa. Juste pour information, pour classer les choses dans vos têtes, le premier pôle d'Algérie dans l'industrie agroalimentaire et l'emballage, c'est Béjaïa. Nous sommes le premier pôle agroalimentaire à l'échelle nationale, pas pour longtemps évidemment, dans le domaine de l'emballage et dans le domaine des industries agroalimentaires. Nous sommes aussi, les premiers aussi dans le domaine de l'imprimerie. Ça, je ne le savais pas parce que je ne suis pas un spécialiste de l'imprimerie, mais quand j'ai regardé sur le classement à l'échelle nationale par domaine d'intérêt, nous sommes les premiers en imprimerie. Jusqu'à nos domaines de l'agriculture, il y a quelques années, on était même les premiers dans la production apicole. La production apicole, c'est-à-dire avec le miel. Nous sommes les premiers aussi dans la production oléicole. Nous sommes les premiers aussi dans la production figuicole. Nous sommes aussi les premiers dans le transport pétrolier. Nous sommes. Mais est-ce que ça a de la conséquence sur le développement de Béjaïa? C'est toujours comme ça qu'il faut se poser les questions. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le 29 juin 2010, ça vous pouvez le télécharger, vous y allez sur Google, écrivez « Schéma national de l'aménagement du territoire ». Vous allez faire sortir un document de 150 pages, c'est le Jarid al-Rasmiya, c'est le journal officiel. Les 150 pages à lire, c'est le schéma national de l'aménagement du territoire. Que font les politiques? Ils projettent Béjaïa, ainsi que toute l'Algérie, mais là il y a tout un aspect qui concerne Béjaïa. Ils projettent Béjaïa d'ici de 2010 jusqu'à 2030, récemment jusqu'à 2050. Voilà. Et ça a de l'importance pour nous tous, parce qu'il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont parlé de la pénétrante autoroutière reliant Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest. Il faut la finir. Il faut la finir parce que Béjaïa, elle est considérée, selon les politiques, comme étant une ville relais du Tel. En tout cas, la ville rivale, qui est Tizi Ouzou, elle est considérée comme étant une ville périphérique d'Alger. C'est une ville périphérique. C'est-à-dire que Tizi Ouzou, d'ici 2050, elle va être collée à Alger. Ça va être une périphérie. Mais Béjaïa, c'est une ville relais du Tel. Ça veut dire quoi, ville relais du Tel? C'est-à-dire que pas mal de choses, de biens et de services vont transiter de Béjaïa pour aller vers le Tel. C'est une gare. Et ça, c'est important pour l'avenir. Béjaïa aussi, alors, ils disent le développement de nouvelles capacités de conteneurisation des ports. Vous savez que le port de Béjaïa est un vrai poumon économique pour Béjaïa. Mais ça, sa capacité de stockage, donc il faut aller développer des sites de conteneurisation. Ils ont fait un site du côté d'Al-Barj, etc., etc., etc. Regardez, mettre en place des technopoles lorsque la zone abrite une ou plusieurs entreprises, Béjaïa devient aussi un pôle en agroalimentaire. Mais elle a des rivales. Béjaïa aussi devient ce qu'on appelle, c'est un pôle d'attractivité en milieu rural. Pourquoi? Parce que ça a des spécificités sur certains produits du terroir. Vous les connaissez déjà, Akharob, surtout la figue, et Zitouzmour. Béjaïa aussi, c'est un pôle d'attractivité touristique. Donc, il y a 2000 ans, ça n'a pas changé. C'est toujours du tourisme, c'est toujours les produits du terroir, et c'est toujours l'agroalimentaire. Donc, ça n'a pas changé. On avait ces dispositions il y a déjà 2000 ans. Donc, le législateur, il a adapté tout simplement la connaissance qu'il y a sur le terroir, qu'il faut toujours développer. Alors, maintenant, qui dit connaissance, lazm al-ma'rifa. Qui peut prester le ma'rifa? C'est l'université. On va regarder cette université de très près. Ça, c'est parce qu'il est un petit peu ancien, j'ai essayé de prendre comment est classée l'université de Béjaïa dans le Web of Science. Le Web of Science, c'est un petit peu la production de rang A. Il y a des doctorants parmi vous, il y aura des doctorants futurs aussi parmi vous.
Vous devriez savoir que pour pouvoir soutenir un doctorat à Béjaïa, il faut produire une publication de rang A. C'est assez spécifique à Béjaïa, mais c'est quand même assez, comment dire, c'est un plaisir d'être à l'université de Béjaïa, parce que ça demande une catégorie quand même assez élevée, d'un niveau scientifique assez élevé. Sur le Web of Science, Béjaïa est assez bien classé. Mais regardez, quand on regarde ce classement, je pense que vous n'arrivez pas à voir, on a un bon classement dans l'engineering. C'est-à-dire que Béjaïa a un très bon niveau في الهندسة. ماشي الهندسة quand on parle d'engineering, c'est-à-dire dans la conception. Dans la conception, Béjaïa est assez bien classée. Elle est bien placée aussi en chimie, elle est bien placée aussi en physique, en sciences des matériaux, en sciences donc informatiques, en mathématiques. Mais par contre, sa vocation première, c'est l'engineering, la chimie et la physique. C'est quelque chose d'important. Là, on ne le voit pas bien, mais je vais, juste parce que c'est le lien, il est assez ancien, regarder assez récemment sur les classements de Béjaïa, donc ça date d'aujourd'hui. Alors l'Algérie, à l'échelle africaine, elle est classée 4e en production scientifique. Et en production scientifique de rang A. Donc, en premier, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Nigeria et l'Algérie. Mais par contre, Béjaïa, à l'échelle nationale, elle est classée 2e après l'université de Bel-Abbès. C'est un score assez intéressant parce que Béjaïa maintient le cap pour la soutenance de doctorat sur le rang A. En maintenant ce cap, nous avons fait monter l'université de Béjaïa comme étant l'une des meilleures universités algériennes. Et il y a quelques années, on était classé 7e. Et là, on remonte, et je peux vous assurer qu'à partir de cette année, on sera en première position. Ça, c'est bien de le savoir. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir sur quel domaine travaille l'université de Béjaïa. Je reviens sur ma présentation. Donc, on a vu le classement du 16 juillet, on était en 7e de 2016, et actuellement, on est en 2e position. Ça veut dire qu'on avance à grands pas. Alors ça, on ne voit pas bien, bon, mais ceci n'empêche pas, en évaluation recherche, vous avez là la liste des auteurs. Est-ce que vous voyez quelque chose? Là, vous avez la liste des auteurs selon leur classement. D'accord? Donc, vous pouvez regarder, et vous pouvez le vérifier tous, chaque auteur, quel est son impact à l'échelle d'une université et à l'échelle nationale. Pour quelle raison? Parce que maintenant, l'évaluation, nous avons la chance d'avoir donc des élus parmi nous. Les élus, ils cherchent que leur wilaya soit le plus visible. Donc, plus elle est visible, plus ils mettent de l'argent. N'est-ce pas, monsieur l'élu? C'est tout à fait normal. Donc, ils financent l'excellence. Donc, essayez de vendre bien votre université pour que les élus, évidemment, c'est leur université avant tout. Ils cherchent toujours qu'elle soit classée parmi les premières universités algériennes, si ce n'est maghrébines et africaines. La même chose, alors tout à l'heure, je vous ai montré, ça c'est la classification selon les auteurs, ça c'est la contribution de chaque domaine scientifique. Vous savez, vous êtes donc à l'université, vous faites, de la pédagogie ou de la recherche, mais vous faites ça dans des domaines, dans des filières et dans des spécialités. Et les domaines les plus connus de l'université, à grands pas, vous avez quand même l'agroalimentaire qui est assez bien représenté. Pourquoi? Parce qu'elle touche tous les domaines, soit dans le domaine économique, donc nous avons les économistes du côté d'Abou Daoud qui touchent à l'agroalimentaire, nous avons les gens de droit qui font le droit agroalimentaire, nous avons les gens de biologie qui font de l'agroalimentaire, nous avons les gens de la faculté de technologie qui font de l'agroalimentaire, il y a même une spécialité technologie agroalimentaire, c'est-à-dire que Béjaïa est orienté beaucoup sur les travaux de l'agroalimentaire. Alors ça, j'avance, c'est la production, mais ça sert à rien. J'arrive maintenant à la chose pour finir. Depuis tout à l'heure, je vous parlais de beaucoup de choses. Je vous ai dit que les documents sont là, c'est-à-dire que le bilan de la wilaya, c'est ce qu'on appelle les bilans de la DPAT, je pense qu'elle a changé de nom, c'est la direction de la planification et de l'aménagement du territoire, maintenant elle porte un autre nom. Chaque année, on crée par secteur, on regarde ça, regardez, ça c'est les données institutionnelles. Voilà comment
que vous êtes cités à l'intérieur. Si vous ne le savez pas, mais vous êtes tous cités dans ce document. Tout le monde est dans ces documents. Comment c'est organisé? L'organisation administrative, le milieu physique, la démographie, etc. Et chaque base de données, il y a une sous-base de données. Ça, c'est des documents qui sont assez importants. Les lire, c'est extrêmement lourd. L'exposé que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour vous dire que tout ça, on peut le représenter autrement. On peut le représenter sur des cartes. Voilà. Par exemple, là, c'est tout le bassin, selon la densité de population. Je veux savoir quelle est la commune ou quelle est la daïra qui a le plus d'habitants par kilomètre carré. Parce que demain, si je veux faire une politique d'urbanisation, je devrais savoir là où il faut construire et quelle est la densité de population. Mais c'est très simple. Je peux représenter, au lieu de lire des chiffres, je peux représenter ça sur des cartes. Donc ces cartes-là, ce sont des systèmes d'information géographique qui permettent des lectures assez simplistes et assez rapides. Donc là, par exemple, c'est la densité de population. Là, je peux savoir si j'ai une région qui est très pontée, qui est le bassin de la Souma, c'est une région qui est très pontée, il y a beaucoup de montagnes. Je peux savoir aussi quelles sont les régions à basse altitude et les régions à haute altitude pour faire des investissements. Alors, un exemple, vous avez bien financé ou aidé au financement de la labellisation de la figue de Beni Maouche. Mais la figue de Beni Maouche, maintenant, elle commence à devenir connue, donc les gens demandent un peu plus de territoire pour planter plus de figues. Mais la figue de Beni Maouche, elle dit que toute figue qui pousse au-delà de 600 mètres, c'est-à-dire que de 600 mètres, elle ne peut pas être labellisée. Donc il y a un travail à faire de ce côté-là. Donc on extrait toute la couche qui dépasse 600 mètres et on dit voici les territoires, là on peut implanter la figue pour que le label reste toujours de rigueur. Alors ça c'est les cartes géographiques, ça c'est les cartes de pente, ça c'est le couvert végétal de toute la wilaya de Béjaïa. Un Nizar maqué en vert, c'est les forêts, d'accord? En jaune, en vert, c'est l'oléiculture. En jaune, c'est la figuiculture. L'essentiel de la figuiculture pousse du côté de Beni Maouche. Je peux vous assurer que Beni Maouche ne produit que 20% de la figuiculture. L'essentiel de la figuiculture est du côté maritime. Tizim Berber, Amidine Ismaïl, etc. Moi, comment je l'ai su? Je l'ai su en travaillant sur les cartes. Donc les cartes, ils peuvent donner des informations qui sont à la portée de tout le monde, parce que c'est visuel. Ça, c'est le climat. Ça, c'est important aussi. On a pu coller. Ça, c'est le MNT. Voilà, pour vous dire, vous voyez le Ouadsouma, Béjaïa est là, le Cap Carbon, c'est celui-là. Ça, c'est la sortie de Ouadsouma. Mais c'est représenté en relief. D'ailleurs, c'est le fond maritime. Ça, c'est un MNT qu'on a collé. Tout le problème à Béjaïa, il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe là. À cette zone intermédiaire, il n'y a jamais eu de travaux. Mais sachez que l'un des grands problèmes du port, c'est l'envasement des bateaux. Et l'envasement des bateaux, il se fait là. Parce que le port, il est là. Si l'envasement des bateaux se fait là, pour quelle raison les bateaux s'envasent? C'est parce que l'Ouadsouma charrie en moyenne par an 6 millions de tonnes. Vous voyez, ça aussi, c'est dans le Bahar. Évidemment, s'il ramène 6 millions de tonnes, donc il y a des dunes qui se développent. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait jusqu'à maintenant? On fait de la bathymétrie et on dit qu'il ne faut pas que les bateaux se déplacent à une certaine distance. Mais c'est mauvais parce que les bateaux ne peuvent pas voir la nuit. Et s'ils déplacent 6 millions de tonnes, 6 millions de tonnes de quoi? Eh bien, ce sont des 6 millions de tonnes dont 80% peuvent être considérés comme étant des matériaux de construction comme le sable. Alors que nous, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a besoin de sable, on enlève du sable de rivière. Les sabliers d'ailleurs qui massacrent l'environnement. Ce qui est interdit, mais le sable de plage. Alors pourquoi ne pas accéder à ce sable qui est disponible? Il est sous-marin, mais il est seulement à 2 mètres. Alors que les Italiens le font puisque la technologie le permet. Donc là, c'est les travaux. Je pense que j'ai dépassé mon demi-heure. Sinon, je peux parler comme ça pendant 4 heures. Hein. Là, j'aimerais bien parler des potentialités agricoles de la wilaya de Béjaïa. Regardez. Ce sont des chiffres que je pense que vous connaissez. Ce sont les surfaces agricoles utiles. Ça a le milkul, pour ne pas trop regarder ce qu'il y a là-bas, ce sont des chiffres. T'as le milkul Belik Béjaïa, il a une surface agricole utile. La surface agricole utile, c'est ce qui est reconnu par la DSA, donc la direction des services agricoles, pour dire voilà,
je mets un investissement, s'il veut faire de l'oléiculture, s'il veut faire la culture céréalière, selon les besoins. On vient juste de leur faire une petite proposition, et je profite de l'occasion de la présence d'un ami. Vous connaissez tous la pénétrante. Vous la connaissez tous. Vous savez combien qu'elle fait en distance? À peu près une centaine de kilomètres. Mais vous savez que pour la pénétrante, il vous faut 25 mètres d'utilitaire. 25 mètres à gauche et 25 mètres à droite. Là où c'est inconstructible, il n'y a rien à faire de ce côté-là. Il faut protéger la pénétrante. On a fait un petit calcul. On a pris les 25 mètres d'ici et les 25 mètres de l'autre côté, ça fait 50 mètres, multiplié par 100 km, ça fait combien de terrain? Ça fait une surface supérieure à cette surface. Et on a demandé aux gens, pourquoi ne pas mettre des deux côtés du cactus? Parce que le cactus pourrait protéger contre l'érosion, tout simplement, toute la pénétrante. Et ça permet de faire nourrir les gens et les animaux. La même chose, on s'est posé la question sur les forêts de Béjaïa, et vous le savez tous, c'est une région très forestière, ce qu'on appelle les coupe-feux. C'est il y a à peu près 10 000 hectares en coupe-feu, sur toute la wilaya de Béjaïa. Les coupe-feux, généralement, jusqu'à maintenant, on les donne en location aux apiculteurs. Ce sont les apiculteurs, sous le Saint-Déna, les ruches. Oui, mais quand il y a un feu de forêt, les ruches ne coupent pas le feu de forêt. Et même, ils aident les feux de forêt. On s'est dit, tiens, pourquoi ne pas remplir tous les coupe-feux sauf Carmos? Parce qu'à Carmos, c'est une vraie plante château d'eau qui arrête le feu, puisque à Carmos, il chore soi-même. Voilà donc en termes de potentialité, je ne vais pas vous raconter toutes ces potentialités, mais presque on a beaucoup de produits. Les médailles d'or douaillées, donc c'est l'olivier. Et de plus en plus, on a aussi une bonne culture agrumes, mais les médaillés d'or, je reviens, c'est l'olivier et le figuier. Le figuier, juste pour que vous ayez un ordre de grandeur, l'objectif, et surtout récent, c'est d'arriver quand même à une production de 1200 tonnes par an. C'est un exploit, oui, mais c'est un exploit que Béjaïa connaissait déjà en 1936. En 1936, selon les livres de la Chambre du commerce de Béjaïa de l'époque, on pouvait exporter, je ne parle pas de production, mais d'exportation, jusqu'à 1200 tonnes de figues sèches, déjà en 1936. Il y a de l'effort à faire, mais nous avons l'espace, nous avons les hommes et la connaissance pour faire ce travail. Je tiens à vous remercier de m'avoir écouté et je remets la parole à ceux qui me l'ont donné. Merci, monsieur le professeur, pour votre conférence qui était